Bonjour. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet bac blanc concernant un thème tapé de course et pour les classes de terminale, que ce soit le STE, STM ou les sciences en maths B. Regardons sur notre vidéo concernant notre tapis de course. Tapis de course. Présentation de l'épreuve. Introduction. Le tapis de course est un système complet de fitness. Il permet un entraînement à domicile ou en salle de sport, en reproduisant les conditions de course à pied à l'extérieur. Le tapis de course permet aux coureurs de s'entraîner sur une courroie mobile en fonction d'un programme d'entraînement choisi qui prend en considération les conditions de course, le rythme cardiaque, la vitesse de défilement de la pente d'inclinaison. Fonctionnement: le coureur s'entraîne sur la courroie mobile qui défile dans le sens inverse de sa course. La vitesse de course et la pente d'inclinaison sont réglables à l'aide de la console. Ces dernières renseignent le coureur en permanence sur son rythme cardiaque et sur d'autres informations comme les calories dissipées, le temps de course écoulé, etc. Un moteur d'entraînement électrique à courant continu, voire sur la figure suivante, entraîne le système polycourroie constitué d'une poulie motrice, d'une courroie poulaille V et d'une poulie réceptrice solidaire au rouleau avant. La rotation des rouleaux avant entraîne le défilement de la courroie mobile permettant la course à pied des coureurs. C'est ce tapis de course composé d'une console, pupitre, rampe pour le maintien, capteur de battement cardiaque, un montant, une base, repose-pied, tapis mobile et les pieds. Description du point de vue mécanique. Le système comporte essentiellement trois sous-ensembles, voire sur le document. Le châssis comprend la base sur laquelle est fixée la console par l'intermédiaire de deux montants. Voilà les deux montants. La plateforme en appuie sur le stole par l'intermédiaire de deux pieds à une extrémité et articulé par rapport au bras d'inclinaison à l'autre extrémité. Donc vous avez une alimentation de 130-50 Hz, une carte d'interface et deux moteurs, un moteur d'entraînement de la courroie mobile et un moteur d'inclinaison des tapis. Et une carte microcontrôleur pour le contrôle de l'interface homme-machine et aussi une acquisition du rythme cardiaque, acquisition de la vitesse et l'acquisition de l'inclinaison, et le capteur c'est un codeur. Là vous avez sur le document ressources notre tapis, châssis des tapis, plateforme de course, le bras d'inclinaison avec le rouleau avant, le réducteur pour réduire la vitesse du moteur, et là vous avez le dispositif de levage composé essentiellement d'un pignon plus crémaillère. Donc transformation de mouvement, rotation en une translation.
On a aussi un deuxième document ressource concernant le constructeur du moteur. C'est un dessin d'ensemble moteur-réducteur d'inclinaison qui est en coupe. Frein, et là toujours stateur-rotor, c'est le moteur. Liaison avec le réducteur, c'est l'accouplement, l'organe E. Et là, vous avez en dernier lieu la partie réduction, réducteur à engrenage. Donc, 4 parties, frein, moteur, accouplement et réducteur. Le frein, si la fonction d'un frein, c'est ralentir ou arrêter un mouvement. Il s'agit ici de l'arbre moteur, c'est-à-dire le rotor. Le moteur, il est composé d'un stator et d'un rotor. Là, l'accouplement pour lier le moteur au réducteur. Et le réducteur, c'est pour réduire la vitesse des moteurs qui est toujours constant. Partie frein. Là, vous avez le rotor et le stator, notre moteur, notre accouplement et notre réducteur avec 2 engrenages. Voilà, l'engrenage 38-31 et le deuxième engrenage 41-35 et l'arbre de sortie 60. Vous pouvez constater, sur le frein, c'est un frein qui est entraîné par une bobine. C'est la bobine 21. Voilà. Et une fois que la bobine est excitée, elle attire la pièce 20. La pièce 20 se déplace légèrement vers la droite et libère le mouvement, un jeu qui libère le mouvement des rotors. Et par conséquent, la sortie du mouvement. Vous n'excitez pas la bobine. Si la bobine n'est pas excitée, alors vous avez un ressort. Le numéro c'est 25. Donc le ressort appuie sur la pièce 20, le plateau 20, et 20 écrase ou appuie sur le disque des freins et par conséquent appuie sur la partie fixe. Et on a le freinage. Donc 2 états, freinage ou bien mouvement. Alors le moteur d'inclinaison est équipé d'un frein à disque. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le frein à disque. Le disque ici, il est numéroté 30. À la mise sous tension du moteur frein, l'électroaimant 21, c'est-à-dire la bobine 21, est alimentée. Elle attire le plateau 20. Voilà. Elle attire le plateau 20 qui comprime les ressorts 25 et libère les garnitures 19. Et le disque de frein 30. Ce dernier, grâce au jeu J et les 2 clavettes 26, translate par rapport à l'arbre 6 et met ainsi le frein hors service. À la mise hors tension, l'électroaimant 21 n'est plus alimenté. Il libère le plateau mobile 20 qui, sous la pression des ressorts 25, presse les garnitures 19 et le disque frein 30 sur le plateau fixe 18 pour arrêter le moteur, soit pour changer son sens de rotation, soit en fin de course. Donc faites attention, les bobines sont ici indiquées par le repère 21 et sont assurées verticalement et horizontalement. Voilà, c'est ce qui est colorié en bleu. Donc soit excité, soit le contraire. Première question, on nous demande de compléter le diagramme bêta-corne relatif au tapis de course. Donc vous avez toujours le nom de votre système, c'est le tapis de course. Alors là, c'est à
À qui rend-il service? La question. Sur quoi agit-il? Et dans quel but? Donc la fonction principale. Donc pour notre cas ici, à qui rend-il service? Au coureur. Et la fonction principale, reproduire les conditions de course à pied. Deuxième question, c'est diagramme des interactions relatives au tapis de course. Donc vous avez ici les repères, les désignations, et là on peut compléter notre diagramme pieuvre. Donc tapis de course, c'est notre système, et tous les éléments aux alentours, c'est l'environnement. Et l'environnement agit sur le système. Première fonction, c'est la fonction contrainte numéro 1, assurer le confort des coureurs. Donc, c'est coureur. Deuxième fonction, c'est la fonction contrainte numéro 2, être programmable par le coureur selon ses capacités physiques. 3, c'est s'adapter à un local limité. Donc, local limité. FC4, être alimenté en énergie. Donc là, c'est l'énergie électrique qu'on a utilisée pour ce système. FC5, c'est la contrainte entre le système et le milieu extérieur, respecter les normes et réglementations en vigueur. Donc là, respect des normes et réglementations. Et puis, vous avez une dernière fonction, contrainte, ou bien, là, ce n'est pas une fonction contrainte, puisqu'elle est entre le système et deux milieux extérieurs. Deux milieux extérieurs, donc c'est une fonction principale. Lorsqu'il s'agit d'un des systèmes et deux milieux extérieurs, c'est une fonction principale. Et lorsqu'il s'agit d'un milieu extérieur et le système, il s'agit d'une fonction contrainte. Schéma cinématique minimal relatif à la fonction incliner la plateforme de course. Donc notre plateforme, elle est là, sur laquelle se met le coureur. Donc il peut changer d'angle d'inclinaison par rapport au sol. Donc ceci est réalisé par un système pignon crémaillère, rotation qui nous donne une translation et par conséquent vous avez un changement d'angle d'inclinaison. Question, compléter le schéma cinématique relatif à la fonction. Donc tous les systèmes ici, plateforme, le bras, le châssis, tous ces éléments-là ont une liaison qui produit un mouvement de rotation. Donc il s'agit d'une liaison pivot, que ce soit dans ou ce point-là, entre le bras et la plateforme, là aussi, et là, pareil. Donc 3 liaison pivot, et voilà le schéma de la liaison pivot V de gauche ou bien V de droite. Question suivante, dessiner, dessin à compléter. La liaison pivot entre la plateforme de course et le bras d'inclinaison, la plateforme de course et le bras d'inclinaison, voilà, c'est cette liaison-là, avant est assurée par une vis à tête hexagonale H M10 x 40. H ça veut dire vis à tête hexagonale. M c'est métrique, c'est-à-dire la forme du filet triangulaire. Diamètre 10 et longueur sous tête 40. Plus un écrou auto-freiné M10 métrique, diamètre 10, qui ne sont pas représentés ici. Donc c'est à nous de compléter la liaison pivot grâce au système vis-écrou
M10. Complétez le dessin en assurant cette liaison pivot par les éléments normalisés indiqués sur le document ressources. Donc, il faut regarder sur le document ressources. Voilà notre document ressources concernant les vis, voilà, H à tête hexagonale et notre écrou hexagonal aussi auto-freiné. C'est-à-dire qu'il est freiné automatiquement. Donc ici, on va essayer de prendre les mesures M10. Donc voilà, M10 pour la vis et M10 pour l'écrou. Et ces éléments-là, ce sont les valeurs qu'il faut indiquer sur le dessin. Le pas A, B, L sur X, c'est-à-dire les dimensions normalisées indiquées sur le dessin. Voilà, B, c'est l'épaisseur de la tête. L, c'est la longueur sous tête. X, c'est la longueur filetée. Et D, c'est le diamètre nominal. Même chose pour l'écrou. M10, le pas. A, c'est tout simplement, voilà, c'est la distance, voilà, de notre écrou. Et H, voilà, l'épaisseur de l'écrou. 12,4, 16. Et pour notre vis, donc la longueur, donc L égale 40. Et X, c'est-à-dire la longueur filetée, égale 26. Donc c'est ce qu'il faut dessiner sur notre liaison. Voilà pour la vis hexagonale, tête hexagonale, 6 plans. Longueur filetée et la longueur sous tête à partir de là jusqu'au bout. L'écrou auto-freiné. Donc c'est ce qu'il faut indiquer sur notre dessin. Voilà, il faut prendre ces dimensions là et dessiner la vis, puis après mettre l'écrou. Vis plus écrou pour la réalisation ou pour assurer la liaison pivot. Et ce sont vis plus écrou, ce sont des éléments qui sont normalisés. Question suivante, étude partielle de la chaîne énergétique. Variation de la vitesse des moteurs. D'entraînement de la courroie mobile des tapis. Puisqu'on a dit qu'il y a deux moteurs, un moteur pour le tapis et un moteur pour l'inclinaison. Cette variation de vitesse, il est assurée par un hacheur. Voilà le schéma de notre hacheur. Série dont la commande est réalisée par la carte un microcontrôleur suivant la technique MLI. Son schéma de principe est le suivant. Voilà. Tension initiale, interrupteur H, la diode, la bobine, et voilà notre moteur. Tension initiale 300 volts, résistance d'induit 1,1 ohm, la force électromotrice 109 volts, le courant est M et le courant dans l'induit du moteur et sa valeur est 18 ampères. Le courant est M est périodique de la période T et l'inductance de lissage L est suffisamment grande pour considérer les conditions continues. Le hacheur H fonctionne comme suit. Lorsqu'on est entre 0 et alpha T, H est fermé. Et alpha, il est toujours appelé le rapport cyclique avec alpha est toujours égal T on sur T et alpha est toujours compris entre 0 et 1. Et entre alpha T et T, H est ouvert. Donc deux états. 0 jusqu'à alpha T, H est fermé. Alpha T jusqu'à T, H est ouvert. Alors, type de conversion. On nous demande sur la question 5 le type de conversion. Donc ici, on a continu,
tension continue au départ, tension continue à l'arrivée. Le rôle de la diode. Alors la diode, c'est tout simplement pour le laissage des courants. Laisser le courant, c'est-à-dire assurer la continuité du courant, et M lorsque H est ouvert. Pour la question numéro 7, chronogramme dit tension. Chronogramme dit tension des moteurs et des hacheurs. Alors, on a dit qu'il y a une période T, donc c'est la période de 0 jusqu'à T, c'est notre période. On a dit que vous avez entre 0 et alpha T, donc on a Vm, et lorsque entre alpha T et T, donc là, la tension égale 0. Ça concerne Vm, la tension dans le moteur. La tension dans le hacheur, entre 0 et alpha t, c'est 0. Et entre alpha t et t, c'est la valeur VH. Donc, interrupteur ouvert, interrupteur fermé, T on, T off. Valeur moyen de la tension des moteurs. Alors la tension des moteurs est égale toujours à alpha fois la tension initiale. Alpha, c'est le rapport cyclique. On l'a dit tout à l'heure, le rapport cyclique. Question numéro 9. On montre que l'expression, il faut montrer que l'expression tension dans le moteur Vm égale E' plus R fois le courant dans le moteur. Alors, si vous prenez ici la modélisation de notre moteur, la force électromotrice E', la résistance R, la tension et R, le courant moteur et la tension. En appliquant la loi des mailles, en prenant ce sens positif, on va définir tout simplement que E', ici c'est E', plus IR, voilà, positif, positif, moins U égale 0, c'est-à-dire égale U. Et ici, Vm, donc Vm égale E' plus R, I, M. Question numéro 10, valeur des rapports cycliques. Il faut chercher la valeur de alpha. Donc, on a Vm, la tension, Vm d'après la question numéro 8, égale alpha et 0. Ce qui est égal, alors Vm, on l'a trouvé sur la question 9, donc on utilise la question 8 et la question 9. Alpha est 0 égale E' plus Ra, donc alpha est égal E' plus Ri sur I0, application numérique, alpha égale 0,43, sans unité. Question 11. Ici, il faut faire une étude des moteurs d'inclinaison. Le moteur associé au réducteur d'inclinaison est un moteur asynchrone monophasé. Il possède deux pôles alimentés sous une tension de 230 avec une fréquence de 50 Hz. Les normes en vigueur exigent un surdimensionnement des moteurs pour garantir la longévité de ces performances. Question 11. Déterminer ou chercher la vitesse de synchronisme NS en tours par minute des moteurs. Donc là, d'après les relations de notre cours, NS égale toujours 60 F, la fréquence, divisée par P, qui est le nombre de paires de pôles. P, nombre de paires de pôles. Alors ici, vous avez deux pôles, et nombre de paires de pôles, il faut toujours diviser par 2. Donc 2 divisé par 2 égale 1. Donc 60 fois la fréquence 50 divisé par 1, ça fait 3000 tours par minute. C'est la fréquence de rotation de synchronisme.
Valeur des glissements en pourcent, sachant que la vitesse de rotation Nm égale 2750 et cette vitesse c'est la vitesse de rotation de l'arbre moteur qui est toujours légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme. 2750 est inférieur à 3000. G toujours égal ns moins n divisé par ns, application numérique. G égale 8,3%. Calculer, déterminer, puissance étude. La puissance étude, c'est ce qu'on donne à l'utilisateur. Donc la puissance étude, puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation, égale couple fois oméga. On nous donne le couple 0,31 Nm fois oméga, et oméga est égal toujours 2π fois n sur 60, puisqu'on a déjà n, 2750. Donc, je donne les relations, puissance étude égale couple fois oméga, et je remplace oméga par 2πn sur 60, et on trouve une valeur de 0,09 kW. Question numéro 14. En utilisant le document constructeur numéro 2, précisez le type, c'est-à-dire la référence des moteurs qu'il faut choisir ou qui convient. Alors prenons le document constructeur. On voit bien que vous avez une vitesse de synchronisme de 3000. C'est notre cas. On a trouvé une puissance de 0,09. Je regarde sur la première ligne. Je vois bien ici que la puissance en kilowatts, la puissance nominale égale 0,09. Donc voilà. Et la vitesse 2790. Voilà, qui se rapproche de 3000. Et c'est notre moteur, c'est notre choix. Donc on va choisir le premier moteur. La puissance 0,09. Pour les autres, regardez, c'est différent. Donc, voilà notre choix. C'est LS, voilà le type. LS56P. LS56P, c'est ce qu'on va essayer d'indiquer. LS56P. Alors, à partir de cette référence, calculez la valeur, la puissance absorbée par le moteur. Donc, on a la puissance utile. On cherche la puissance absorbée. La relation, elle est toujours donnée par le rendement. Le rendement est toujours égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, c'est-à-dire la puissance utile sur la puissance absorbée. Voilà. Puissance absorbée égale puissance utile sur le rendement. Et on applique d'après la référence qu'on a. Donc, la même chose pour le courant. Et tout ceci, c'est à partir de notre document ressources. Regardez, la puissance égale 0,09. Et si on a le rendement qui est égal 50%, voilà le rendement, 50%, et le courant de démarrage sur le courant nominal, et D sur N égale 3,4. Donc c'est ces éléments-là qu'on va utiliser. Le rendement 0,5 et le rapport ED sur N égale 0,3. C'est ce qu'on va utiliser sur les deux questions ici. Donc là, on a utilisé le rendement 0,5, c'est-à-dire la puissance utile 0,09 divisé par 0,5 égale 180 watts. Et pour ED sur N, on a dit que c'est 3,4. Donc on peut chercher ED qui est égal à 3,4 et N, application numérique. Alors le courant nominal, il est donné. La tâche suivante, modification de la solution constructive. Incliner la plateforme de course. À raison de puissance, le concepteur de la machine étudiée a décidé de changer le moteur asynchrone qui était monophasé. On va le remplacer par un moteur triphasé 230-400 qui sera alimenté par un réseau 133-230. Et on a un réducteur hélicoïdal à une vitesse moteur qui était 2750 tours minute. Donc voici les données. On remplace le monophasé
par un triphasé 230-400, le réseau 133-230 et la vitesse de rotation de notre nouveau moteur 2750. Première question, quel doit être le couplage ou pour notre couplage, il suffit de regarder le cours précédent, c'est-à-dire les couplages, mais en résumé, on prend toujours la tension, la plus grande tension des réseaux, qui est 230, et on la compare avec la grande tension des moteurs. S'ils sont égaux, donc c'est un montage étoile. S'ils sont différents, c'est un montage triangle. Donc pour notre cas ici, c'est un montage triangle. Données, en analysant les données documents ressources, le nom complet des freins. Donc tout à l'heure, on a parlé d'un frein pour arrêter ou pour ralentir le mouvement du moteur. Et sa commande, comment il est commandé? On a dit qu'il est commandé par un électroaimant, c'est-à-dire une bobine. Donc là, c'est un frein monodisque avec un seul disque. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, regardez. Le disque, c'est le numéro 30. Donc, un seul disque, c'est un frein monodisque. La commande, c'est électromagnétique. Question numéro 18. Complétez le tableau des fonctionnements des freins en se référant à notre document de tout à l'heure. Donc, voilà. On a dit, si la bobine est alimentée, si la bobine est non alimentée. Alors, comment sera le plateau numéro 20, le ressort, et aussi l'ensemble 18 par rapport à 19 plus 30 et 20, et quel sera l'état de notre frein en utilisant les mots qui sont donnés. Donc, si on a une bobine non alimentée, donc le plateau 20 sera poussé. Le ressort sera un ressort non comprimé. Et 18 par rapport à 18, 19, 30 et 20, ils seront en contact. Et le frein et le freinage est réalisé. Si la bobine est alimentée, donc le plateau sera attiré par la bobine et le ressort sera un ressort qui sera comprimé. 18, 19, 30 et 20 seront séparés, il y aura un jeu. Et ici, on n'aura pas, puisqu'il y a jeu, donc il n'y a pas de freinage. Citez, question 19, citez deux avantages des engrenages à denture hélicoïdale utilisés dans le réducteur. Donc, les roues à denture hélicoïdale ont l'avantage d'avoir une transmission plus souple, qui est progressive et il y a moins de bruit. Donc, trois avantages, transmission souple, progressive et silencieuse. Question numéro 20. Relié par une flèche l'organe E. Voilà, l'organe E. Au nom technologique qui lui correspond. Le nom de l'organe que vous avez ici, ou le schéma, correspond à quel organe? E, donc on a trois réponses, embrayage à disque, accouplement rigide, accouplement élastique. Donc ce symbole en forme de N ou bien de Z, donc là c'est tout simplement, c'est un accouplement élastique. Alors là vous avez un schéma cinématique de notre moteur frein réducteur. Voilà le frein, le moteur, stateur rotor, l'organe E c'est l'accouplement élastique et le réducteur composé par les deux engrenages, comme on a vu sur la présentation. Alors ce carré, ce rectangle avec les diagonales, c'est tout simplement le schéma des bobines.
Complétez en se référant au document ressources le schéma cinématique minimal simplifié par les symboles de liaison mécanique L1, L2 et L3. Voilà, donc L3, L2 et L1. Alors pour le plateau, pour le disque de notre frein, plateau disque, on a dit qu'il est un jeu sur l'axe, donc il s'agit d'une liaison glissière, puisqu'il peut translater légèrement vers la gauche ou vers la droite. Pour la liaison 2, il s'agit de notre arbre intermédiaire des réducteurs, donc on n'a que les mouvements de rotation. Donc liaison pivot. La sortie aussi, c'est un mouvement de rotation, donc liaison pivot. La montée et la descente de la plateforme sont assurées par un moteur frein asynchrone triphasé M à deux sens de rotation commandés par deux contacteurs KM1 pour la montée et KM2 pour la descente. Complétez le schéma. On va essayer de compléter le schéma. Le câblage des circuits de puissance et le câblage des circuits de commande. Donc voilà. Ligne de tension, sectionneur, contacteur, relais thermique pour la protection des moteurs, et voilà notre moteur. Et pour avoir les deux sens, on a deux contacteurs, KM1 et KM2. Donc on va tout simplement changer une fois pour KM1, c'est le sens 1, et KM2, le sens 2. Donc voilà, c'est fait de permettez ligne. Changer tout simplement l'alimentation sert de ligne. Alors pour notre ressort de rappel, le frein, donc là, câblage directement à partir des lignes d'alimentation. Voilà pour notre circuit de puissance. Pour le circuit de commande, puisqu'on a deux sens, donc l'élément triangle ici, c'est tout simplement pour le verrouillage, c'est-à-dire si vous avez KM1 qui est en fonction, KM2 ne peut pas être enclenché. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout simplement un des deux qui peut être enclenché, soit KM1, soit KM2, le symbole. Donc je vais compléter le circuit de commande. Il me faut la deuxième partie, c'est-à-dire KM2. Donc, je rajoute même dessin pour KM2. Là. Et là, vous avez capteur F, Q, l'arrêt d'urgence et démarrer S1. Et là, vous avez le contacteur KM1. Question suivante. Déduire l'équation logique de KM1. Il suffit de donner l'équation logique de KM1. Alors KM1 est égal, il est en fonction de F, Q, AR, S1, KM1. C'est la chaîne ou le schéma électrique. Donc KM1 est toujours égal. Alors, S1 et KM1, ils sont en parallèle. Donc, OU, et OU, il est représenté par plus. Et en série, avec AR, mais fermé, c'est-à-dire barre. Q fermé, barre. F fermé, barre. Donc, KM1 égale KM1 plus, c'est-à-dire OU, S1 et AR bar, et Q bar, et F barre. Complétez le tableau ci-dessous montrant le fonctionnement des moteurs freins dans un seul sens. C'est-à-dire dans le cas où les contacts des sectionneurs Q sont fermés et M est alimenté par KM1. Donc vous avez ici les entrées, les deux entrées S1 et AR, c'est-à-dire l'arrêt d'urgence. Donc
S1 à rédergence, les deux entrées. Ici, vous avez à remplir par le code binaire 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, de la droite vers la gauche, et KM1, et les sorties à remplir par 1 ou bien 0. Alors, si S égale 0, S1 égale 0, AR égale 0. Alors, c'est S1 égale 0 et AR égale 0. Donc, il n'y aura pas de passage du courant. Donc, KM1 sera égal 0. Et le moteur ne tournera pas. Aussi égal 0. Donc, nous sommes dans la première situation. Alors, si S1 est toujours ouvert, voilà, et la rédergence égale 1. C'est-à-dire si S1 égale 0, AR, la rédergence égale 1. Donc là, il n'y aura pas de passage de courant vers KM1 pour donner l'ordre au moteur de démarrer. Donc nous serons toujours dans la case 0, 0, 0. Alors l'état numéro 3, la ligne 3, S1 est actionné, égale 1. Alors si vous fermez S1, donc il y aura passage du courant et KM1 sera excité, c'est-à-dire alimenté. Par conséquent, KM1 passera le message au moteur pour démarrer. Donc nous serons dans la case où les trois éléments KM1 sera égal à 1 et le moteur tournera. Pour la quatrième ligne, l'état où vous avez S1 fermé et 1 pour AR, c'est-à-dire 1 pour AR, c'est-à-dire ouvert. Donc il y aura, si AR est ouvert, il n'y aura pas de passage de courant et donc le KM1, S1, KM1 sera égal à 0. 0, 0. Question suivante. Complétez le chronogramme des contacteurs KM1 et des moteurs freins M selon les états de AR et de S1. Alors, voyons voir. Donc, lorsque vous avez AR égale 0 et S1 égale 0, voilà, 0, 0, donc le reste sera aussi égal 0. Donc, pour le reste, sera égal 0. Voilà, prends le stylet, donc sera 0. Et là, ça sera aussi 0. Alors après, si vous avez AR égal à 1, si AR est égal à 1, c'est-à-dire si vous déclenchez, vous ouvrez le passage ici, égal à 1, et S1 reste toujours 0, donc même vous ouvrez ou vous fermez AR, il y aura toujours le moteur ou bien KM1 qui sera égal 0. Donc jusque là, ça sera toujours 0. Là, le moteur aussi, la même chose, puisque le moteur, il est commandé par KM1. Alors, une fois que vous appuyez sur, une fois que vous fermez le bouton S1, c'est-à-dire c'est S1 égale 1, donc à ce moment-là, le moteur KM1 sera égal à 1 et par conséquent, le moteur démarrera aussi. Donc voilà, ici, ça sera égal à 1. Alors, vous lâchez le KM1, sera toujours, puisque c'est un auto-maintien, donc il sera toujours fermé et le moteur continuera de tourner. À l'état suivant, donc une fois que vous appuyez sur AR, la rédergence, c'est-à-dire vous ouvrez la rédergence, le moteur KM1 s'arrête, sera égal 0 et par conséquent le moteur sera aussi égal 0. Voilà. Sera égal 0. Et une fois que vous appuyez sur S1, donc voilà, le moteur va redémarrer. C'est-à-dire qu'il y aura passage, donc 1, 1. Donc jusque là, vous aurez tout simplement
cette situation-là. Et pareil pour le deuxième. Donc, voilà, une fois qu'on a appuyé sur l'arrêt d'urgence, donc le moteur sera en arrêt. Une fois qu'on a appuyé, à partir de là, une fois qu'on a appuyé sur le bouton S, donc le moteur redémarrera. Une fois qu'on appuie sur l'arrêt d'urgence, le moteur s'arrête. Voilà. Merci.